Donc, on va présenter un petit peu l'organisation du cahier des charges, le calendrier, et puis forcément, on va pouvoir répondre à vos différentes questions. L'objectif pour l'ARS est très simple. On est dans une dynamique aujourd'hui d'accessibilité à toutes les personnes en situation de handicap à la pratique d'activités physiques ou sportives. On est également dans une logique depuis quelques années à l'ARS de mise en place en fait d'une pratique si possible pérenne, et puis surtout le fait et l'opportunité pour ces personnes-là de découvrir en fait des pratiques d'activité physique qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de découvrir durant leur scolarité ou durant leur accompagnement dans les différentes structures que vous représentez. Et donc l'objectif là, c'est vraiment d'ouvrir les opportunités de pratique, de faire du lien avec les clubs sportifs, et puis également si possible, de rendre cet appel à manifestation fréquent un petit peu tous les ans. Et je pense que le comité paralympique pourra vous présenter également cette logique-là durant le webinaire. Je pense avoir fait le tour. J'ai juste oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Mathieu Vergniaud et donc je suis responsable de la mission sport santé du côté autonomie, donc personnes âgées et personnes en situation de handicap au sein de l'ARS. Voilà, et je vais laisser donc Stéphanie et Maxime présenter le webinaire. Je vous laisse et je serai présent pour les questions un petit peu plus tard. Merci à vous et à plus tard. Merci Mathieu. Donc bonjour à toutes et tous. Stéphanie Renaud, je suis référente pour le comité paralympique sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux à qui ça parle pas trop, le comité paralympique, c'est la tête parasportive sur tout le territoire national et identifié aussi à l'international. Mais on a pour mission principale ce qui va être le développement et l'accompagnement au développement des pratiques pour les publics en situation de handicap. D'où ce lien et ce rapprochement avec l'Agence régionale de santé et la proposition du déploiement de ce programme SMS et Club. Je suis accompagnée avec Maxime. Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour, du coup je parle à travers le micro de Stéphanie parce que sinon on est dans le même bureau, ça risque de faire un peu écho. Et du coup je suis référent paralympique adjoint, donc j'accompagne Stéphanie dans tout le déploiement de nos programmes sur la région Nouvelle-Aquitaine vu qu'on est une très grande région. Voilà, l'objet du temps de ce matin, Mathieu est bien revenu dessus, vous l'a présenté. On va vous présenter le programme ESMS et Club et on va reprendre les contours de l'appel à manifestation d'intérêt qui vous a été communiqué semaine dernière. Donc l'idée c'est que vous ressortiez de ce temps-là avec la réponse à l'ensemble de vos questions ou au maximum. Donc n'hésitez pas à les poser en fin de présentation. Ça sera tout l'intérêt de ce temps de présentation. On va faire quatre temps un peu distincts, la présentation, les objectifs généraux, le déroulé d'une action, comment est-ce que vous pouvez la mener de A à Z, les critères d'éligibilité, on va revenir un petit peu dessus pour préciser et compléter certains points qui sont dans le cadre de l'AMI, les conditions de l'AMI qu'on retrouve et que vous avez eu, vous avez été tous destinataires, donc on va reprendre les grands points par rapport à ça et on aura également un témoignage et un partage d'expérience de Madame Maury qui a participé dans le cadre du programme ESMS et Club. Et donc, vous aurez ce temps d'échange et de partage aussi. Je vais essayer d'être assez rapide sur la présentation, mais pas trop, pour qu'on ait quand même du temps d'échange, questions-réponses. Donc, au niveau des objectifs du programme SMS et Club, on est vraiment sur la volonté de partager le sport et d'aller vers aussi le milieu de pratique dit ordinaire. Donc, c'est vraiment un programme qui va être mis en place pour créer du lien entre les clubs sportifs ordinaires et les établissements au service du médico-social. On va vraiment avoir la mise en place d'une pratique à visée régulière pour la personne en situation de handicap et on n'est pas juste sur un one-shot ou sur la mise en place d'un temps sur une séance, mais on va vraiment aller dans la continuité de pratique. L'idée, c'est vraiment de soutenir l'élaboration de cette mise en coopération entre l'établissement et le club pour co-construire un projet qui a vocation à être pérennisé avec la volonté d'amener les personnes en situation de handicap vers le milieu ordinaire. Donc à l'extérieur de l'établissement autant que possible. On est sur un programme et un dispositif qui se veut gagnant-gagnant pour les deux parties, donc aussi bien pour le versant du club que pour le versant de l'établissement. En ce qui concerne le côté club, on va vraiment être sur la diversification un petit peu de la pratique et de l'accueil avec l'accès à de nouveaux publics. Il y a de plus en plus de clubs aujourd'hui qui ouvrent leurs portes et qui sont en capacité d'accueillir des publics en situation de handicap, même si malheureusement on reste sur un
pourcentage qui est encore trop faible et qui est à continuer à développer en permanence. Mais en tout cas, on en a de plus en plus qui sont à nos côtés dans le cadre de cette pratique parasportive. Donc, on va être vraiment sur cette diversification de l'accueil des publics. On va être aussi sur la montée en compétence des personnes qui encadrent dans le cadre du club et de l'accueil de ces publics dits spécifiques. On va faciliter un petit peu les démarches de mise en relation parce que parfois, le monde du médico-social peut être un peu une nébuleuse pour le mouvement sportif et vice-versa. Donc, vous n'hésitez pas s'il y a des questionnements sur le versant sport aussi. Mais c'est vraiment faciliter ces démarches de mise en relation. Et puis, à côté de ça, il y a un accompagnement financier aussi qui est mis en place à destination du club pour permettre ces cycles de pratique. Versant établissement service médico-social, dans ce qui vous concerne à vous, c'est aussi la diversification de l'offre de la pratique sportive qui est proposée au public que vous avez dans vos établissements respectifs. Permettre la passerelle beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile entre le milieu ordinaire, les clubs de proximité et ce que vous pouvez déployer parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des projets d'établissement, vous avez une note à inscrire au niveau du champ du sport avec notamment aussi tout ce qui s'est mis en place sur les décrets des référents sport, des référents APS en ESMS et du coup toute cette dynamique qui est en train de se lancer et de se mettre en place. Il y a une petite souris qui navigue. Et du coup, l'idée, c'est permettre cette facilitation de relais et de lien avec le milieu ordinaire. Et en contrepartie, vous bénéficiez aussi du financement complémentaire qui est alloué parce que du fait que le club ait cette enveloppe-là, ça impulse la dynamique à moindre frais. Donc, vous êtes sur un programme qui se veut à 0 € au niveau de l'établissement qui est bénéficiaire de ce programme-là. Alors Mathieu, je ne sais pas si c'est toi qui fais bouger les diapos, qui nous fait une petite blague. Ouais, désolé, comme tout le monde a accès aux diapositives, forcément, les gens peuvent jouer avec. Mais non, non, c'est pas moi. Alors on a des petits curieux qui ont envie d'aller plus vite. Hop. Du coup, le déroulé d'une action. Sur le déroulé d'une action, il y a plusieurs étapes. On vous en a noté quelques-unes dans l'appel à manifestation d'intérêt. Là, on vous les reprend vraiment étape par étape depuis le moment où vous avez eu la volonté, en fait, le souhait de développer l'activité physique sportive au sein de l'établissement. Il y a un AMI qui vous a été proposé en ce sens. Vous identifiez, première étape, vous avez déjà des résidents qui sont dans l'établissement, vous identifiez une volonté de pratique avec, vous avez des outils qui sont à votre disposition. On vous a notamment noté Trouve ton parasport, qui est une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez renseigner en 7 questions courtes les volontés de pratique et ça vous donne un panel des champs des possibles en termes de diversification des pratiques parasportives. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'identifier cette pratique. Une fois que vous avez identifié cette pratique, vous avez un club de proximité. Vous pouvez aussi faire de par le club, mais si on est dans une volonté de pratique aussi des résidents, ça peut être intéressant que le projet il soit tourné dans le cadre de ce que vous mettez en place au sein de l'établissement et qu'on soit vraiment sur de l'autodétermination et qu'il y ait vraiment ce travail qui soit mis en place en amont. Une fois que vous avez ça, vous répondez à l'AMI, donc à l'appel à manifestation d'intérêt, ESMS et club que vous avez reçu. Vous avez une petite... Pourquoi tu n'es pas sur la bonne diapo? Ah, alors j'ai Maxime qui est en train de me dire que vous ne voyez pas la même diapo que moi. Est-ce qu'on est bien d'accord que vous êtes tous sur déroulé d'une action? C'est tout C'est bon? la diapo 7. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ok, donc c'est bon, je ne C'est vous ai pas bon. perdu, on est sur la bonne diapo. Super. Donc une fois que vous avez répondu à cette AMI, il va y avoir un comité d'instruction de l'AMI qui va donner une notification des lauréats sur cette AMI et il y aura une prise de contact du référent du CPSF suite à l'avis de notification. Donc, il y aura une visio ou un temps de rencontre en tripartite avec le club, l'établissement et le comité paralympique. Donc, ça sera Maxime ou moi-même, sur lequel on fera la co-construction du projet et on affinera et on finalisera les contours précis de votre projet avec la mise en place des 15 séances, comment est-ce qu'elles vont se dérouler, l'identification des dates, etc., etc. Donc, on fera tout ça. Une fois que vous avez travaillé à ce projet-là, il y a la rédaction d'une convention tripartite qui se réalise, puis la signature de cette convention.
Jusque-là, on reste sur quelque chose de classique. Une fois que la signature de la convention est réalisée, on a un process de signature de convention qui est numérique. Donc, ça veut dire que quand la rédaction de la convention est finalisée, la signature part d'abord au niveau de l'établissement. Il y a l'établissement qui est signataire en premier. Une fois que l'établissement a signé la convention suit son parcours de manière automatique et va à destination du club. Le club signe la convention et la convention continue son parcours et vient en interne au CPSF pour avoir la signature du CPSF. Et ensuite, tout le monde, les 3 signataires, sont destinataires de la convention qui est signée par toutes les parties. Le cycle de pratique peut commencer. On se retrouve sur la mise en place du cycle de pratique. Donc là, il y a les 15 séances minimum qui sont actées dans le cadre de la convention. Ça peut aller au-delà des 15 séances. On a certains projets, ils sont sur l'intégralité de la saison sportive, donc ils se retrouvent à une trentaine de séances. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça dépend vraiment du projet travaillé. Pendant ce cycle-là et ce déroulé de mise en pratique, on a la visite du référent qui se fait sur site pendant une séance pour voir est-ce que tout se déroule correctement, est-ce que ça suit bien ce qui avait été acté dans la convention, est-ce qu'on est dans les bons cadres ou est-ce qu'il y a des choses un petit peu à réajuster. Voilà, donc on a un petit temps d'échange avec l'établissement, c'est un moment aussi d'accompagnement aux besoins et de poser d'autres questions s'il y en a. Donc cette visite, elle se fait sur le terrain. À la suite de cette visite, il y a le premier virement financier de 1 500 € à destination du club qui reçoit ça. Donc, il y a d'abord un engagement du club, la réalisation d'une partie des séances et ensuite, ils sont réceptionnaires du premier financement. Il y a un bilan et une évaluation du projet qui a lieu à la fin de l'ensemble des cycles inscrits sur la convention. Ce bilan, il se fait par le club et par l'établissement. Donc, on a un formulaire qui est en place. Il y a le club qui doit le remplir et l'établissement qui doit le remplir, mais de manière dissociée. Ce n'est pas un remplissage commun entre les 2 parties. Ensuite, on rentre dans la phase de pérennisation du projet qui a été travaillé dans le cadre de la co-construction initiale. Et à la suite de la pérennisation, il y a le virement de 500 € complémentaires à destination du club dans le cadre de la mise en place de cette pérennisation. Une fois qu'on a fini l'intégralité du cycle complet, qu'on a fait toutes les séances, qu'on a fait les phases de bilan, qu'on a fait la pérennisation, on arrive sur un entretien téléphonique avec le référent pour un bilan qualitatif de l'action. Et donc ça, c'est auprès de l'établissement en premier lieu. Ça peut être fait aussi auprès du club en parallèle. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire le point sur les dynamiques d'APS au sein de l'ESMS qui ont été initiées suite à la mise en place de ce projet, sur la perspective, la projection, un petit peu tout ce que vous avez. Voilà, et avoir quelques éléments. On est vraiment sur du qualitatif. Voilà un petit peu pour tout le process du déroulé de l'action. Hop, je fais la petite diapo sur les critères d'éligibilité et après, on pourra faire peut-être un petit temps de questions-réponses avant les conditions de l'AMI. Les critères d'éligibilité, ils sont assez simples. Alors peut-être que pour vous, ils paraissent complexes parce que vous n'êtes pas sur le versant du champ sportif. Mais en gros, le CPSF est impliqué dans le projet. Vous l'avez bien compris, c'est une réalité sur peu importe le dossier qui est déposé à date. Aucun lien entre les structures depuis 3 ans minimum. Donc ça, en fait, c'est parce que ce programme, il est mis en place et il y a une volonté d'impulser des dynamiques sur le territoire et on n'est pas dans un programme qui vient pour accompagner la pérennisation au sens des actions qui sont déjà mises en place. Donc, si jamais vous êtes dans une dynamique où aujourd'hui vous avez déjà avec un club de proximité des séances sportives qui sont mises en place et où vous y allez régulièrement et que ça fait 2 années déjà que ça dure, en fait, vous ne serez pas éligible dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. C'est vraiment les projets qui sont impulsés et qui naissent par le biais de ce programme-là, ou en tout cas qui sont dans une dynamique où il y a eu un premier contact téléphonique, éventuellement une séance de découverte pour voir un petit peu si ça fonctionne entre le club et l'établissement et que les publics sont bien réceptifs et donc du coup, il y a moyen que ça parte et que ça ait une réelle plus-value. Là, à ce moment-là, ça passe. Vous n'êtes pas sur un travail de fond derrière. Ensuite, le club ou le comité de la Ligue fait partie de la fédération membre du CPSF. À date, le comité paralympique, il a un petit peu plus de 40, enfin un peu plus d'une quarantaine de fédérations membres. Donc, c'est
pas réellement un frein direct, cette ligne-là, sachant que si jamais vous êtes sur un club de proximité qui n'est pas issu d'une fédération membre du comité paralympique, on a la possibilité et une alternative sur une affiliation à l'une des fédérations membres du comité, dont font partie notamment les deux fédérations dites spécifiques que vous connaissez peut-être certainement plus avec le... Alors, il y a monsieur qui me dit qu'on n'est pas sur la bonne slide encore. Je pense que tout le monde n'a pas les bonnes slides. Ouais, c'est la slide 10 pour le coup. Et contrôler normalement. Ok. Et donc, du coup, dans la configuration, les deux spécifiques, dites handisport et sport adapté, qui vous parlent peut-être plus et vous êtes avec qui vous êtes déjà potentiellement en lien, voilà, sur des activités. 15 séances sur la saison sportive, c'est la base. On est sur un minimum de 15 séances. La pérennisation de l'action est réfléchie. Ça, c'est ce qui est réfléchi dans le cadre de la co-construction du projet parce qu'il y a une volonté derrière d'aller sur de la pérennisation, mais de la pérennisation qui est anticipée pour pas vous retrouver confronté au fait que quand il n'y a plus l'enveloppe financière, on soit sur un arrêt sec et dur de la pratique. Les parties s'engagent à avoir les mêmes bénéficiaires sur l'ensemble du projet. C'est parce qu'on est dans une volonté de progression aussi pour les publics bénéficiaires. Donc, c'est tout l'intérêt que ce soit les mêmes publics qui soient en présence du début jusqu'à la fin des cycles pour avoir cette évaluation progressive aussi et ce développement de capacités complémentaires. Et le club s'engage à ce que l'activité soit encadrée par une personne qualifiée pour l'encadrement des personnes en situation de handicap. Ça, c'est nous qui sommes garants de ça et on vérifie qu'en interne, il y ait les prérequis et que ce soit OK, que ce soit raccord. Voilà un petit peu pour les critères d'éligibilité. Est-ce qu'on fait un stop, Mathieu, si tu veux faire une première phase de questions-réponses? Oui, on peut déjà peut-être. Donc, n'hésitez pas à poser des questions soit par écrit, soit en ouvrant votre micro et en posant des questions. Juste après la métier possible. Si jamais vous avez déjà des premières remarques ou questions qui apparaissent, si ce n'est pas le cas. Oui, Sandrine. Oui, bonjour. Oui, j'avais une question concernant les bénéficiaires. Est-ce que ça peut concerner des personnes vieillissantes en EHPAD qui seraient en situation de handicap? Alors, l'AMI, il est ouvert que pour les établissements qui sont considérés du côté personnes en situation de handicap et donc on a exclu les personnes âgées. Mais peut-être que dans le futur, on pourrait tout à fait ouvrir à cette dynamique-là. C'est pas encore les stratégies de travail entre l'ARS et le CPSF, mais on y réfléchit, surtout que vous êtes nombreux à nous téléphoner ou nous envoyer des remarques qui vont dans ce sens-là. Donc, pour cet appel à manifestation actuelle, c'est vraiment les ESMS PH qui sont sollicités. D'accord, très bien. Bon, tant pis. Merci. Mais pour une prochaine, sûrement. Merci à vous. Merci à vous également. Le ANM. Oui, deux questions. La première, c'est c'est tout type de handicap. Parce qu'on connaît le comité paralympique plutôt destiné aux personnes handicap physique. Le handicap psychique, je ne sais pas. Alors, je peux répondre, Mathieu, si tu veux. Oui, on est sur l'ensemble des champs de déficience parce que sur le handicap moteur sensoriel, c'est la Fédération française handisport et le comité paralympique est, en tant que tête de réseau du mouvement parasportif est placé sur l'ensemble de champs des handicaps. Donc, vous avez possibilité aussi troubles psy, déficience mentale et troubles du spectre de l'autisme. Merci. Et donc, la deuxième, alors c'est plus un constat qu'une question. C'est vu les critères d'éligibilité et les délais impartis pour les réponses, 7 novembre. Bon, moi je trouve ça un petit peu limitatif, quoi. Voilà. Et alors, effectivement, on a été pris, un, par le temps, et deux, on a aussi invité un maximum de SMS à répondre. Et vous êtes sur le territoire néo-aquitain, vous êtes plus de 800 en fait à accompagner en fait des jeunes ou des adultes en situation de handicap.
On a aussi dans cette logique-là, aussi financière, hein, qui est gérée par le CPSF, c'est qu'aujourd'hui on va accompagner une demi-douzaine de clubs en fait avec des ESMS pour mettre en place cette AMI. On réfléchit bien évidemment, comme tout le temps à l'ARS, d'évaluer ces différents programmes pour ensuite les diffuser au plus grand nombre et les déployer de façon plus importante en fait. Ça veut dire que toutes les initiatives qui vont être financées et les rapprochements entre votre SMS et un club, en fait, vont nourrir des stratégies futures sur l'ouverture à cette porosité entre les ESMS et les clubs sportifs, chose que l'on souhaite notamment pour la découverte de différentes motricités, de différentes relations avec les clubs et puis surtout une ouverture et une inclusion plus forte de ces différents clubs. Mais effectivement, on entend que le temps est court et on fera bien évidemment mieux pour 2026 pour les futurs en fait. Ouais, mais pour ma part, c'est le critère, c'est le double critère, c'est-à-dire il faut pas être en lien avec le club depuis plus de 3 ans, c'est ça, et répondre avant le 7. Ça veut dire que là, il faut aller en 15 jours ou 3 semaines, voir un club avec lequel on n'a pas de contact et répondre avant le 7. Donc, bon, ça, enfin, je veux dire, ça va de fait exclure beaucoup de SMS qui pourraient voilà, candidater, quoi. Et, effectivement, Stéphanie, peut-être que tu peux apporter une ouverture sur le type de club et les prémices du projet. Oui, alors surtout par rapport à l'intention en fait, parce que on est dans l'appel à manifestation d'intérêt, il y a marqué qu'il y aura une priorisation des projets qui ont une intention d'engagement avec un club. En fait, on est plus par rapport à cette ligne-là, je pense, au regard de la question. Sur ce champ, on en est complètement conscient de par les délais restreints, ce qu'évoquait Mathieu. Nous, on a une possibilité aussi au regard des projets, si jamais il y a une volonté réelle au sein de l'établissement, que c'est déjà réfléchi et ancré dans une dynamique volontariste d'aller vers, on peut accompagner à la mise en relation d'un club de proximité au regard de la discipline identifiée. Donc ça, en fait, c'est notre rôle avec Maxime aussi, de vous accompagner autant que possible sur ce champ-là. On est conscient du délai restreint, mais après, on ne pourra pas le faire pour les 800 établissements. C'est une réalité, mais il faut qu'on soit logique aussi. Il y en a 6 qui seront dans le cadre de ce premier appel à manifestation d'intérêt. Il y a 6 projets qui seront lauréats. Après, derrière, il y aura la même dynamique pour 2026 et 2027. Là, l'enjeu, c'était vraiment de vous donner les éléments pour qu'il puisse y avoir une réflexion aussi à plus ou moins long terme et que vous puissiez vous positionner sur 2026-2027. Le cas échéant, si là, dans le temps imparti, et on est bien conscient, vous n'êtes pas en capacité d'identifier le club de proximité, d'avoir créé un lien. On ne vous demande pas d'avoir noué une relation et d'avoir réalisé déjà un premier rendez-vous avec eux, hein. Mais c'est vraiment d'avoir une intention, une identification du club en vous disant oui, ok, on est sur ça. Tous les clubs. J'en profite pour répondre à une question qui était dans les commentaires. Tous les clubs qui sont en fait dans une dynamique affiliés à une fédération, qui soient labellisés sur le versant handisport, qui soient labellisés valide handicapé pour une pratique sportive partagée, qui soient dans une dynamique de label autre, sont éligibles par rapport au programme. Donc en fait, à partir du moment où ils sont sur une fédération qui est membre du comité paralympique, on a du lien et du relais avec. Donc ouverture des clubs, il y en a. Possibilité d'accompagnement, c'est réalisable. Maintenant, dans le temps imparti et dans la mesure des moyens et des ressources qu'on a en place. Alors, pour bien comprendre, après je laisserai la parole aux autres. Nous, on a une équipe de foot au sein d'un club, mais il existe depuis 3-4 ans. Il me semble, du coup, on est exclu de l'éligibilité, de la possible réponse à l'AMI. Tout à fait. Le projet est non éligible parce qu'il y a déjà une dynamique engagée. Non pas qu'on décrédibilise ou qu'on ne soutient pas et qu'on n'est pas raccord avec la dynamique que vous avez mise en place, mais seulement parce qu'on est sur un programme qui est sur de l'impulsion de projets et de dynamique. On va pouvoir passer à l'équipe du côté de Leget.
Oui, bonjour. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pour des disciplines nouvelles, en fait. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'activité, enfin, on a une idée, par exemple, de développer une nouvelle discipline sportive, mais on n'a pas de contact avec un club, voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que on pourrait déposer un projet, donc pour une discipline nouvelle et une expérience nouvelle. Et puis l'autre sujet, la notion de proximité. Bon, nous, on est situé dans le sud Charente, le bord de mer n'est pas très loin, mais pour autant, ça nécessite un peu de déplacement. Est-ce qu'on peut grouper, par exemple, des séances? Il y a 15 séances sur l'année. Est-ce qu'on peut grouper des séances sur, ça va faire 2 séances à chaque déplacement, par exemple? Ou est-ce qu'on doit être sur une pratique qui serait une séance tous les 15 jours pendant 30 semaines, par exemple? Voilà. Est-ce que sur des aspects de logistique, il y a des adaptations possibles, si c'est justifié et s'il y a une forme de cohérence? Alors, je vais répondre, Mathieu. Sur la configuration, non, on ne va pas pouvoir coupler 2 séances sur la même journée parce que c'est comme si en fait ils avaient une séance plus longue en termes d'évolution progressive. Donc oui, on serait plus répartis sur une séance tous les 15 jours ou une séance par semaine si vous voulez faire sur une quinzaine et limiter la période de déplacement. Et sur la notion de discipline nouvelle, c'est bien votre intention, c'est qu'on aille sur une expérience sportive nouvelle qui n'est pas déjà pratiquée par les personnes et au sein de l'établissement. Oui, c'est tout l'intérêt d'aller vers de la diversification de pratiques et du champ des possibles de réalisation de l'offre, oui. Ça peut être aussi de la danse, par exemple. Est-ce que dans les pratiques, dans les disciplines sportives, on peut parler de danse, par exemple, ou pas? Ça en fait partie. La danse dans les collectivités territoriales est souvent mise sur le culturel, mais chez nous, elle est dans le champ du sport. Donc, la Fédération française de danse est bien affiliée au CPSF et il y a d'ailleurs une dynamique assez importante sur le territoire néo-aquitain sur cette discipline. Parfait. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à Céline Robert. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur les ESMS. Dans l'AMI, j'ai vu que c'était sous compétence ARS. Donc, est-ce qu'on parle que des foyers d'accueil médicalisés, en tout cas pour la partie adulte, hein, excusez-moi, foyer d'accueil médicalisé ou aussi foyer occupationnel? Dans cette logique-là, on est sur tout type de SMS. Il faut que je vois également au niveau des. Moi, je vois pas si ça a été écrit comme ça, je pense que c'est un peu limitant, mais c'est tout type de SMS qui accompagne des personnes en situation de handicap. C'est écrit sous compétence ARS. Donc, moi, je l'avais. Enfin, c'est d'où le sens de ma question. Effectivement, il faut que je puisse voir, mais moi je vois pas de. Il faut que ce soit effectivement sous compétence ARS, le fonctionnement soit financé par l'ARS. Et là, Alors, je ça suis ne un peut peu pas être des naïf. foyers occupationnels. Bah, effectivement, là pour le coup, là il faut que je me renseigne en tout cas, Madame Robert. Alors, on attend votre réponse avec impatience. Oui. Ma Allez-y. deuxième question, c'était, vous disiez qu'il fallait que ce soit des groupes, enfin, si j'ai bien compris, de 8 personnes. 8 personnes pour une activité sportive. Ou ça peut être 8 personnes qui vont faire, enfin, il y en a 2 qui vont faire une activité sportive et 3 autres qui vont en faire une autre. Alors oui, on est bien sur 8 bénéficiaires minimum, donc le groupe peut être plus important que 8, mais les 8 pratiquent la même activité dans le cadre du cycle. Ok, merci. Mathieu, On va pouvoir. Oui. ce que je te propose, c'est peut-être qu'on garde en stand-by les mains levées et les questions qu'il y a à date, qu'on fasse juste la diapo condition de l'AMI et qu'on puisse couper le support, comme ça on voit mieux les gens Ok. aussi. Et qu'on puisse passer au témoignage parce que peut-être que le témoignage répondra à certaines questions aussi et Parfait. que du coup on relance et qu'on soit vraiment ouvert sur toutes les questions après. Ça te va? Parfait, ça me va. Donc on garde les mains levées et puis on répondra aux différentes questions.
Ouais. Parce que du coup, la diapo conditions de l'AMI, on était vraiment sur le calendrier de mise en œuvre pour que vous ayez bien en tête les dates. Donc, on est sur 17 octobre, c'était le lancement, l'ouverture. Le webinaire est aujourd'hui. La clôture de l'AMI sera sur le 7 novembre 2025. Entre le webinaire et la clôture de l'AMI, nous restons ouverts à toutes questions complémentaires qui peuvent avoir lieu. On a mis une adresse mail nouvelle-aquitaine@france-paralympique.fr pour réceptionner ces questionnements. Ça, c'est OK. Notification par mail des résultats. Vous aurez la notification au 18 novembre pour qu'on ait le temps derrière d'avoir la formalisation du projet par le rendez-vous et la visio tripartite, la signature de la convention, tout ce process-là pour après mettre le déroulé des séances entre janvier 2025 et septembre 2026. Si tout est en ordre de marche et qu'il y a des séances qui peuvent se caler sur début décembre parce que les établissements sont hyper réactifs et les clubs aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Réunion bilan de l'action, elle sera avant le 15 septembre 2026, donc de la saison sportive suivante. Et derrière, il y aura une remise du bilan écrit de l'action et du projet de pérennisation avant le 15 décembre 2026, fin d'année. C'est les étapes qu'il y avait. Ça, et du coup, Maxime, je te laisse la parole pour la partie témoignage parce que les retours de terrain n'ont rien de mieux que beaucoup de discours. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on y a tenu. Hop. Et de mon côté, du coup, je vais juste introduire Madame Anne-Claire Maury, qui est normalement présente. Je l'ai vue avec nous. On coupe la diapo, du coup? Ouais, je suis en train de le faire. Ok. Du coup, avec Madame Anne-Claire Maury, je crois qu'il est là. Je l'ai vu tout à l'heure parmi nous. Qu'elle n'hésite... Ah oui, je vais voir, c'est bon. Elle n'hésite Oui, pas à prendre la parole tout à l'heure pour nous faire un petit peu son retour d'expérience, vu qu'elle a participé à une action SMS et Club avec nous il y a 2 ans. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion pour elle de pouvoir partager son ressenti, notamment les effets que ça a pu avoir au sein de sa structure par la suite. Du coup, je vous laisse la parole. oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne-Claire Maury, je suis directrice d'un établissement qui est un foyer occupationnel, enfin un centre occupationnel de jour qui accueille des jeunes adultes de 20 à 30 ans qui présentent un handicap mental principalement. On a bénéficié donc du dispositif ESMS et Club en 2023 et l'action s'est prolongée. À cette époque, donc, c'était pas tout à fait le même schéma, puisque on était appuyé pour trouver l'opérateur, mais on avait déjà identifié un opérateur. On est sur le territoire de Bordeaux, donc c'est vrai qu'il y a peut-être c'est peut-être plus facile. Et on a la chance d'avoir un opérateur qui s'appelle le SAM Cohésion Sociale, qui a une échelle importante, plusieurs activités possibles et qui est sensibilisé au handicap et formé en fait. Donc c'était un opérateur vers cet opérateur qu'on s'est tourné plus naturellement. Sur le dispositif en tant que tel, c'est pas possible pour tous les établissements, mais nous, les personnes qu'on accompagne sont relativement autonomes dans leurs déplacements. Donc, on a voulu privilégier une activité qui pouvait se passer à l'extérieur de l'établissement, dans un gymnase lambda, ce qui nous permettait d'avoir une démarche plus inclusive. Nous sommes partis sur un schéma alors, il y avait 28 jeunes qui étaient concernés par la démarche, donc c'était plus important que ce qui est proposé dans le cadre de l'appel à projet, enfin de l'appel à manifestation d'intérêt. On est parti sur un accompagnement multisport avec 2 séances qui avaient lieu parallèlement. Un groupe qui était accueilli sur des activités plus sport collectif en multisport. Donc, selon la période, plusieurs activités leur étaient proposées en découverte de sport collectif. Et le deuxième groupe était sur des activités qui étaient plus tournées vers la danse et la gym douce, pour que en fait, tous les bénéficiaires puissent avoir quelque chose d'adapté à leurs particularités et à leurs souhaits. Dans la démarche, en fait, l'opérateur leur proposait un panel d'activités et c'était les jeunes qui choisissaient vers quelle activité ils voulaient s'engager. Sur les bénéfices qu'on a pu constater. Alors, le programme… Switch. Oh, pardon.
Excusez-moi, on faisait le côté technique avec Stéphanie sur les micros. D'accord. Donc, ça concernait 28 jeunes, deux sessions d'activité. Et en fait, on est parti quand même sur un programme qui durait toute l'année, entre guillemets, scolaire, de octobre jusqu'à juillet de l'année suivante. Donc, avec beaucoup plus de séances, hein, on était sur de l'ordre de plus de 30 séances. Sur les bénéfices qui ont résulté de cette action, évidemment, il y a l'introduction d'une pratique sportive chaque semaine pour l'ensemble de ces jeunes, donc des bénéfices tant en termes de santé qu'en termes de découverte d'activités diverses. Ce qui était formidable, c'est que l'activité se passait à l'extérieur. Donc, les jeunes se rendaient dans leur club de sport comme n'importe quelle personne. Les rapports avec les éducateurs étaient même aussi très différents, hein, parce que ce sont des éducateurs sportifs. C'était plus du tout le même rapport que ce qui pouvait être vécu en établissement. Et en plus, ça a permis d'aboutir à le développement de partenariats finalement avec ce club sportif, puisqu'il y a des événements qui ont été organisés en partenariat l'année dernière sur une course inclusive. Donc, ça a vraiment un essai qui s'est bien transformé et qui a permis d'introduire un nouveau partenariat et une nouvelle façon de pratiquer le sport. Voilà. Je ne sais pas si... Super. Non, mais c'était super. Moi, je vais juste vous interroger un petit peu parce que je connais un petit peu le projet aussi qu'on avait fait pour qu'on partageait des éléments qui me semblaient intéressants. Il me semblait aussi que vous aviez travaillé, du coup, ça avait permis de travailler l'autonomisation également sur le trajet des personnes en tant que telles. Tout à fait. Ce qui était important dans la démarche, c'est qu'effectivement, ça soit à l'extérieur parce que c'était plus inclusif, mais c'est vrai que ça nous permettait de travailler d'autres choses. Au début, les jeunes, ils sont allés avec des éducateurs pour travailler le trajet et après, les jeunes sont partis totalement en autonomie. Donc, c'est vraiment un autre aspect qui a pu être travaillé par ça. Et on avait aussi un autre objectif, c'est que l'aboutissement de l'année permette d'orienter à tout le moins certains jeunes vers des clubs du milieu ordinaire. En tout cas, que la pratique puisse être autonome, c'est-à-dire que le jeune puisse trouver, à travers ses activités multisports, une activité qui lui plaise et après se saisir de ça pour lui avoir une pratique sportive en dehors de l'établissement. Alors, c'est encore quelque chose qui est travaillé parce que c'est pour certains jeunes, on a besoin d'accompagnement quand même sur les premières séances, mais c'est l'aboutissement qu'on cherche. Super, ben, merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Anne-Claire sera aussi disponible pour les questions si vous en avez qui sont destinées. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis jusqu'à la fin de ce webinaire. J'apporte juste deux petites précisions parce que ça répond aussi aux questions qu'on avait avant. Comme l'a dit Madame Maury, on était dans un cadre différent sur le dispositif avant, donc c'est pour ça qu'on était sur un foyer occupationnel et que là, pour le coup, on est en soutien on est en soutenu fortement par l'ARS et donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir possiblement des critères différents sur les ESMS qui sont éligibles. Et sur le côté de la pratique multi-activité, on était sur deux groupes qui avaient quand même des pratiques qui étaient similaires, mais c'était surtout deux pratiques multi-activité au sein du même club, encadrés par les mêmes encadrants, pour répondre à la question qu'il y avait eu tout à l'heure sur plusieurs pratiques. Voilà pour les petites précisions. Parfait, merci beaucoup. On va pouvoir passer peut-être aux questions. Donc, Karine Fredge. Oui, bonjour, je suis directrice sur un FAM à Barbezieux en Charente. C'est par rapport aux critères d'inéligibilité. J'ai une petite question. On a un partenariat avec le club de rugby parce que nos résidents sont des supporters privilégiés, on va dire. En revanche, on n'a pas de partenariat sur la réalisation d'une activité sportive de rugby. Est-ce que d'emblée, on est inéligible puisqu'on les connaît déjà ou est-ce que vous pensez qu'on peut quand même répondre à l'appel à projet? Alors, on valide l'éligibilité parce que la dynamique de lien, elle n'est pas autour de la pratique des publics. Donc, en fait, c'est uniquement sur le versant supporter et participation, mais c'est pas eux qui sont acteurs de la pratique. Donc, dans la config, c'est possible. D'accord. Ben, je vous remercie. Très Je vais bien. être obligée Merci de vous beaucoup. laisser. Merci beaucoup. Pas de souci. On va passer à Sandrine Larocca.
J'ai posé ma question par écrit et j'ai eu la réponse. C'était par rapport au lien avec la MLPH et les labels valides handicapés. Je vous Ok, remercie. parfait. Bah, merci beaucoup. Vous pouvez baisser votre main. De ce fait, Monsieur Guillaume Varenne. Oui, bonjour. Alors moi, je suis éducateur spécialisé en CESAD et je suis aussi dirigeant d'une petite structure sportive et en fait, d'une section à l'intérieur d'un omnisport, notamment l'ASPTT Limoges, pour pas le citer. Et c'était pour savoir, en fait, c'est un énorme club. Il y a 2500 adhérents, il y a 18 sections. Et du coup, la question, c'est de savoir s'il y a déjà des projets avec d'autres sections, le hockey sur glace, le patinage ou autre chose. Est-ce que si on fait un projet avec une section qui n'a rien à voir, c'est quelque chose qui peut entrer en collusion ou est-ce que un nouveau projet peut faire émergence? Alors, à date, il n'y a pas d'action avec la SPTT Limoges, mais il y a possibilité de travailler soit un projet plus global avec la SPTT pour avoir une diversification des pratiques au sein des sections, mais à savoir que ça va être une quinzaine de séances sur chaque section pour qu'il y ait ce cycle de progression, Oui. ou avec une section spécifique. Alors, pour compléter, moi, je suis dirigeant de la section water polo et on a déjà on évoque depuis longtemps la possibilité de faire de l'apprentissage de la natation. Moi, ma spécialité, c'est l'accompagner des enfants autistes. Est-ce que c'est la possibilité de faire 2 sous-groupes? Parce qu'avoir 8 enfants sur une dynamique d'apprentissage de la natation, par exemple, ou de découverte de milieux aquatiques, c'est particulier. Est-ce que c'est possible de faire 2 sous-groupes? Par exemple, sur 1 heure et demie, il y a 2 fois 45 minutes, enfin voilà, quelque chose comme ça. C'est possible et ça a déjà été réalisé de diviser les effectifs, mais il faut que chaque sous-groupe ait autant de séances les unes que les autres avec un minimum de 15. Mais oui, c'est possible pour être dans des conditions les plus optimales. Merci. Super, parfait. Merci beaucoup. On passe à Sophie Vincent. Si elle est Oui, disponible. Ah, parfait. bonjour. Alors, pour le coup, c'est Stéphanie Geneste. Je suis directrice adjointe d'un CESAD à Limoges aussi, dans le champ de la déficience sensorielle. Donc, j'ai une petite question. Alors, nous, on est sur une dynamique. Là, on est parti depuis le mois de septembre sur une dynamique sport inclusion au niveau du CESAD. Donc, on est vraiment sur ce type de projet. Par contre, on est vraiment au tout début de nos réflexions. Donc, et là, on a la semaine prochaine une semaine de fermeture du service. Donc, en fait, on est vraiment très, très court dans les délais et on ne pense pas pouvoir répondre, alors que c'est très dommage parce qu'on est vraiment sur… on répond complètement aux critères que vous proposez. La question première, c'est est-ce que ce type d'appel à manifestation est amené à être reproposé l'année prochaine, par exemple? Voilà, ça c'est ma première question. Oui, alors on l'a évoqué, effectivement, peut-être qu'on n'a pas assez détaillé, mais on rentre dans une organisation de contrat pluriannuel avec le CPSF, nous ARS, et donc on vise à déployer ce type de programme sur 2026 et 2027 au moins en tout cas. Donc il y aura des nouveaux appels à manifestation l'année prochaine et en 2027 notamment. Ok, d'accord. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment sur le contact avec les clubs. On veut lancer un questionnaire aux enfants. Enfin, voilà. Donc, pour essayer de voir un petit peu comment on peut accompagner au mieux les enfants sur en fait, de la pratique sportive en milieu ordinaire. Et d'autre part, alors je vois que l'appel à manifestation, il est co-construit entre le France Paralympique et l'ARS. Ma question, c'est une question un petit peu particulière, c'est concernant les personnes sourdes. Puisque les personnes sourdes ne pratiquent pas on va dire comment dire, enfin, en tout cas, n'ont pas participé aux Jeux paralympiques. Voilà, et ne participent pas aux Jeux paralympiques puisque les personnes sourdes ont leur propre jeu. Voilà, donc est-ce que ça concerne tous les handicaps et notamment les personnes sourdes également?
Alors, je note qu'il y a une connaissance sur le sujet. Et effectivement, les personnes sourdes sont sur les Deaflympics, qui d'ailleurs vont se dérouler là. C'est dans une tranche très, très proche. Elles sont sous la coupe en fait du Comité paralympique et sportif français. Donc oui, elles sont reconnues et en notre sein depuis peu aussi. Donc ça s'adresse à ces publics aussi. Oui, ouais, depuis peu alors, parce qu'en effet, il me semblait que c'était vraiment scindé. Mais c'est qu'avant, ils étaient sous le chapeau de la Fédération française handisport, en fait, en Oui, cas voilà. d'évolution. Et voilà. Et là, il y a une reconnaissance générale et globale. Mais vous ne les verrez quand même pas aux prochains Jeux paralympiques. Mais, parce que Ok. c'est pas encore, mais ils auront toujours leur Deaflympics. Mais là, on digresse un peu du sujet. C'est juste pour savoir si ça concernait cette population, enfin en tout cas ces profils d'enfants, puisque nous, voilà, ce sont les enfants qu'on accompagne. Voilà. Effectivement. On va pouvoir passer à Estelle Albert. Oui, bonjour. Bonjour. Sur la question qui a écrit, je suis donc éducatrice sur une unité qui accueille les personnes en situation de handicapabilité, mais dans un éligible ou pas, ce sont des chiens créés par les AT pour la retraite. Alors, oui, alors, on vous entend très très mal, je suis désolé, mais je pense avoir compris la question. C'est par rapport aux personnes en situation de handicap qui sont âgées, travailleurs des AT à la retraite dans un EHPAD. Normalement, ça doit être possible de toute façon. Oui. Donc, oui, Oui. Enfin, peut-être que je me trompe, Stéphanie ou Maxime, mais normalement, ils sont éligibles. Merci. Nous, de notre côté, on a déjà accompagné à une résidence pour personnes en situation de handicap vieillissante. Donc, dans ce cadre-là, ça peut être éligible. Si on est dans le cadre d'une structure purement EHPAD, nous, on se penche du côté de ce que disait Mathieu tout à l'heure, avec une pas possibilité si c'est une structure EHPAD. C'est-à-dire que soit ils sont dans les AT, soit ils sont dans l'EHPAD, mais n'hésitez pas à nous téléphoner, on pourra vous apporter plus de détails sur cette thématique-là en fonction de votre projet, bien évidemment. On va pouvoir passer à Katia Blondet. J'espère ne pas être trompé dans c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis Philippe Audry, je suis éducateur sportif depuis environ 30 ans sur un foyer occupationnel, EHPAD et MRS. Je suis accompagné de ma chef de service qui a aussi un parcours d'éducatrice sportive. Donc on est un peu sur ces questions-là. Ça fait pas mal d'années qu'on met en place, nous, qu'on a des partenariats avec les clubs. Donc j'aurais une première question, c'est pourquoi ne pas être passé par les comités départementaux qui ont un maillage et une connaissance plus fine dans les départements où ils sont. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est plutôt une interrogation. Pourquoi ne pas avoir une démarche plutôt pour soutenir les clubs qui sont déjà existants dans la vie des institutions et qui s'engagent déjà dans un processus à long terme? Ce que je crains un petit peu quand même comment dire, des participations un peu intéressées. Et voilà, je trouve ça un peu, pour ma part, c'est une de mes craintes. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Et puis après, ouais, le délai un peu court quand même d'une réalisation pour se rapprocher d'un club et essayer de mettre quelque chose en place. Stéphanie, peut-être, ou Maxime, un éclairage vis-à-vis de ça par rapport au comité départemental. Alors, je présume handisport ou sport adapté. Ouais, les deux, ouais, tout à fait. Mais les deux handisport, sport adapté sont au même titre que n'importe quelle fédération membre du comité paralympique éligible sur ce programme en fait. Et c'est qu'aujourd'hui, on a quand même alors, sur une diversification des pratiques, on a deux fédérations spécifiques, dites spécifiques, qui sont handisport sport adapté et qui sont bien maillées sur le territoire, qui existent et qui ont des liens. Mais il y a une ouverture sur le champ des possibles avec une multitude d'autres fédérations qui déploient de la pratique parasportive. Et donc, on a un enjeu aussi sur ce versant-là pour venir en complémentarité des pratiques que vous pouvez déjà initier au sein des établissements, mais qui sont peut-être pas en fait la volonté première de vos résidents ou qui sont peut-être pas un choix de la pratique, mais plutôt la pratique qui existe et qui est possible juste à côté. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller sur une ouverture.
du champ des possibles. Mais handisport, sport adapté sont dans le maillage des acteurs éligibles et sont au courant du programme. D'accord. Et par rapport au soutien des différents clubs, en fait, là, la thématique, nous, du côté ARS, on travaille et on est en train de mettre en place également, et ça va sortir dans pas longtemps, justement, un travail de relation plus forte et plus étroite sur les stratégies que doivent mettre en place et que nous devons co-construire avec la Ligue du sport adapté et le comité régional handisport. Donc, on est en train de travailler avec eux sur cette démarche-là. Il y a aussi un autre financeur de ces thématiques-là, c'est le ministère des Sports. Nous, on est ministère de la Santé pour le coup, et donc on essaye aussi d'impulser cette dynamique avec notre vision ARS, bien évidemment, mais il y a aussi un autre financeur important qui est le ministère des Sports, normalement. Donc, loin de la volonté de mettre en place des opportunités, on va dire, spécifiques pour des clubs qui ne sont pas du tout intéressés par le handicap. Au contraire, je pense que le CPSF, tout comme l'ARS, va bien regarder comment le club s'implique, comment on voit aussi la démarche de co-construction avec le SMS dans une logique de pérennité aussi également. C'est pas du one-shot. On évite, en tout cas, de mettre en place ce one-shot. Et je pense que l'exemple qu'a évoqué Madame Maury tout à l'heure, c'est aussi une logique, si possible, à long terme, moyen ou long terme. Si je peux me permettre, j'aurais une dernière question. En fait, nous, on est femmes et FO. On aurait éventuellement, puisqu'on a un résident du FAM qui aujourd'hui est inscrit depuis septembre à l'activité Sarbacane. Et effectivement, en échangeant avec vous, en vous écoutant tout à l'heure, on se dit que potentiellement la Sarbacane pourrait être une activité qui pourrait être éligible et intéressante pour nos résidents, que ce soit du FAM ou du FO d'ailleurs, hein. La problématique, c'est qu'au vu de la restriction du temps que vous nous donnez là au 7 novembre, parce que vous imaginez bien qu'il y a toute une partie organisationnelle à mettre en place. Et que là, clairement, ça veut dire qu'en fait, on travaille les choses à l'inverse, à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, on proposerait l'activité Sarbacane et après, on se dit, ah ben tiens, à quelle résidence ça pourrait convenir, etc., etc. Et là-dessus, je suis un peu embêtée, moi, par rapport à votre proposition, qui, somme toute, me semble très intéressante et je pense pour laquelle on pourrait vraiment, nous, y adhérer, parce que je pense qu'on aurait vraiment nos résidents auraient vraiment un grand intérêt à cela. Mais là, tout de suite, moi, en tout cas, en tant que cadre socio-éducatif, je me pose la question de est-ce qu'on ne fait pas les choses à l'envers? Alors, on est conscient des délais courts, ça on l'a évoqué, mais comme l'a rappelé Mathieu et comme c'est mentionné dans le cadre de l'AMI, cet AMI il sera réitéré en 2026 et 2027. Donc là, vous avez les éléments potentiellement pour un projet sur septembre 2026, auquel cas il y a un délai qui est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus large. Et dans cette configuration-là, on sera sur un timing qui sera beaucoup plus raisonnable aussi de notre côté pour le lancement de l'appel à projet en 2026 et en 2027. Là, on était contraint aussi par les délais et donc c'est pour ça que ça se fait un petit peu sur du court et du très raccourci. Mais à savoir qu'on est quand même 6 projets sur un panel de 800 établissements. Donc, il y a une réalité aussi en face qui se confronte à nous en face. Donc, si jamais vous n'êtes pas hyper prêt là tout de suite maintenant, l'idée, c'est pas que vous pondiez un copier-coller et que vous lanciez les ballons pour qu'on y aille. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille parce que, comme on vous l'a dit aussi tout à l'heure, Maxime et moi-même, on reste référents sur les territoires, on navigue sur l'ensemble des territoires et on peut vous accompagner dans cette identification d'un club, dans ce travail sur la pratique. Enfin, voilà. Donc, il y a des relais possibles, le temps de poser le projet et de co-construire ça, sans souci. Ok, super. Ben, merci beaucoup. On peut passer à la question de, si je me trompe pas, si je me trompe, Franck Villeneuve, pardon. Alors, votre micro, Franck, à mon avis.
Oui, bonjour. Nous, on est une masse avec des personnes résidentes à l'intérieur. Est-ce que c'est un programme sur lequel on serait éligible avec des polyhandicaps? Oui, c'est une des structures qui est tout à fait éligible et peu importe le type de handicap, comme Stéphanie l'a rappelé tout à l'heure. Normalement, oui. D'accord, merci. Après, pour cette année, ça sera peut-être un peu juste pour nous, mais pour la suite, on va essayer d'être dans le timing. Parfait. Merci à vous. On passe à Elodie Roulet. Je m'excuse si j'écorche vos noms de famille. Non, non, bonjour, c'est pas écorché. Parfait, merci. Alors moi, j'ai pris la visio beaucoup trop tard. J'ai pas. D'ailleurs, première question, est-ce qu'on aura une synthèse un petit peu de vos échanges parce que je suis arrivée Oui, très en oui, ça retard. sera disponible. Je vous ai partagé en commentaire la page que nous avons montée à l'ARS. Donc, on vous le repartagera bien évidemment et tout le replay sera disponible ici. Ah, super. Voilà, ça sera disponible, D'accord. ne vous inquiétez pas. Donc j'ai d'autres questions. Question que vous avez peut-être posée avant, hein, je ne sais pas, mais parce qu'en fait sur l'appel à manifestation d'intérêt était marqué, je crois, si j'ai bien compris, qu'il fallait que ce soit les mêmes jeunes. Alors moi, je représente un IME, hein, un institut médico-éducatif. Donc que devaient être inscrits les mêmes jeunes d'une année, enfin cette année et en 2026-27 aussi. Est-ce que c'est ça? Enfin, est-ce que c'est vrai? Alors, pas tout à fait. Non. Ah. C'est qu'on est sur saison sportive. Donc, en fait, on est à cheval de septembre 2025 à août 2026, en Oui. fait. Et le cycle, il va se dérouler sur cette saison-là. Et donc, les jeunes, ils doivent être les mêmes entre cette tranche-là. Oui, Mais et l'année du coup, ça d'après? peut être d'autres jeunes L'année sur d'après. l'appel à projet de 2026, enfin l'appel à Ok. manifestation d'intérêt de 2026. Ça pourrait être d'autres jeunes dans le cadre Ok. du cycle de septembre 2026 à août 2027. Parfait. Donc ça me semblait compliqué autrement. Le reste, j'ai mes réponses. Ah oui, mon collègue éducateur sportif, alors il pouvait pas être présent, mais il a cru comprendre, lui, que les jeunes devaient derrière lui, eux, s'engager à prendre une licence auprès du club de sport. Mais non, hein. Alors, non, il n'y a pas Oui. d'obligation à ça. En fonction de Ok. la co-construction du projet, il y a des clubs qui peuvent, par rapport à une couverture ou à un ensemble, ou dans la mise, en tout cas, d'une dynamique globale en tant que licencié du club. Donc, ils vont être pleinement inclus dans la vie aussi du club, ce qui est important parce que c'est un versant, au-delà de la pratique en elle-même, c'est un versant qui est important dans le mouvement sportif. Mais il n'y a aucune contrainte et obligation par rapport à ça. Et ça peut faire l'objet en fait d'une pérennisation du projet avec une continuité sur la prise de licence individuelle de plusieurs Oui. ou l'ensemble des bénéficiaires sur l'année sportive suivante en fait. Oui, mais il n'y a aucune obligation, quoi, en fait, oui. Non. Il me semblait. Très bien. Parfait. Et après, je partage l'avis de Monsieur Philippe sur le fait de ne pas pouvoir, parce que nous, on travaille déjà avec beaucoup de clubs sportifs, en fait, et je partage son avis sur le fait de ne pas pouvoir en faire bénéficier nos clubs, en fait. Voilà. Et donc voilà, je voulais juste vous le dire. Merci pour ce retour. On va pouvoir passer à Christelle Garot. En tout cas, Oui, ben pareil, ici, bonjour. Je partage le même avis que mes collègues concernant les clubs avec lesquels on fonctionne, surtout que ça aurait pu leur permettre en fait d'être affiliés soit au sport adapté, soit au comité paralympique, parce que en fait aujourd'hui ils n'y sont pas. Donc ça aurait pour moi été une belle occasion qu'ils puissent avoir une filière sport adapté ou comité paralympique. Et je voulais savoir si le yoga pouvait rentrer dedans. Est-ce que c'est considéré comme du sport? Alors, le yoga est du sport, mais ça va dépendre de la fédé d'appartenance à laquelle est le club. Et donc, d'où ma deuxième question. Est-ce que si un club aujourd'hui, parce que nous, on est en milieu rural, donc les clubs affiliés, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que si un club s'engage avec nous, il peut après demander l'affiliation sport adapté ou comité paralympique s'il l'a pas dès le départ, en fait?
Alors, nous, au niveau du comité paralympique, on n'est pas une fédération française sportive. Donc, du coup, il n'y aura pas d'affiliation. Ce sont les fédérations françaises qui sont affiliées et membres du comité paralympique. Mais en revanche, le club, bien entendu, il peut s'affilier sans aucun souci à la Fédération française sport adapté. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus et ça relève de sa propre initiative, en fait. Donc, programme ESMS et club ou non, en fait, dans le cadre de sa dynamique, le club peut solliciter la Fédération française sport adapté pour être affilié. Et au besoin, on a les relais en territoire à vous partager. En tous les cas, là, dans les 15 jours, s'il n'y est pas, c'est pas grave, il peut s'engager à le faire si toutefois ça revenait positif, quoi. C'est ça. Parce que c'était une des conditions aussi, je crois, de l'AMI. C'est qu'il fallait que le club soit aussi. Voilà. Bon, j'insiste sur notre petit secteur rural où on n'a pas forcément de club là tout de suite affilié avec lesquels on ne travaille pas déjà, en fait, en tous les cas. Merci. Oui. Merci à vous. On va passer à Philippe Bureux. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille dans un ESRP qui est sur Pau et Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc j'ai eu déjà des réponses là par rapport à ma question j'avais la même question par rapport aux licences obligatoires qui pouvaient être demandées aux usagers qui seraient partants pour le projet. Est-ce que vous savez si le club partenaire va demander un certificat médical pour la participation à ce projet? Alors, je n'ai pas de réponse certifiée pure et dure. Aujourd'hui, dans le cadre de la pratique sportive de manière générale, les fédérations françaises ne demandent plus de certificat médical à la pratique. Et donc, du coup, c'est juste un questionnaire de formulaire. Après, en fonction, il y a certains clubs en cas de prévention qui peuvent solliciter un certificat. Mais on ne sera pas sur un certificat d'inaptitude, mais plutôt un certificat sur ce qu'il est possible de faire en termes de capacité. D'accord. Et après, j'avais une deuxième question par rapport à la possibilité de financement, donc 2 000 € par projet. Donc, je suppose que ça financera en partie, en tout ou partie, le salaire de l'encadrant diplômé qui va encadrer l'activité pour les personnes volontaires. Est-ce qu'il y a des possibilités de financement, par exemple, sur des transports entre les établissements et le club partenaire? Parce que nous, on a un établissement, notamment l'établissement à Jurançon, qui est sur des coteaux, qui n'est pas desservi par les transports publics. Donc, si on part sur un groupe de minimum 8 personnes, je pense qu'au niveau, le projet nous intéresse très fortement. Mais au niveau du transport de ces personnes, la plupart ne sont pas véhiculées. Ça peut ça peut être un écueil. Alors, l'enveloppe allouée au club, il l'utilise de la manière dont il le souhaite pour la mise en place de ce cycle-là. Donc, en fonction de ce que ça couvre sur l'activité, il peut y avoir un petit bout d'alloué sur le transport ou non. C'est vraiment à la décision du club. Mais dans le cadre de la co-construction du projet, ça se travaille avec le lien notamment possible avec des collectivités territoriales ou avec ce qui peut être mis en place en termes d'accompagnement sur ce versant-là. Mais là, comme ça, tel quel, je ne peux pas vous répondre et vous dire oui ou non. Ça va vraiment dépendre du club que vous allez identifier avec qui on porte le projet et de la collectivité. Voilà. Ok, donc ça sera le club éventuellement qui prendra en charge le transport et qui se fera financer sur l'AMI. Et Ça ne sera pas l'établissement du coup. Tout dépend. Mais là, pour l'instant, dans tout ce qu'on a monté sur le territoire, sauf erreur de ma part, je regarde Maxime quand même en fait. Dans tout ce qu'on a monté sur le territoire, il n'y a pas eu de sujet par rapport au déplacement. C'est l'établissement qui a fait le nécessaire pour permettre aux bénéficiaires d'accéder jusqu'au site de pratique. D'accord, ok. Merci. Et on va pouvoir terminer avec Madame Céline Robert. Oui, ma question rejoint un peu celle qui vient d'être précédemment posée. Nous, on est sur un territoire très, très rural. La première ville est à 20 minutes, Saintes est à 40 minutes. Ça va être compliqué parce que ce que j'ai bien compris, c'est que l'aide financière, elle va au club, mais elle n'ira pas en partie aux établissements.
Non, elle est en intégralité reversée au club. Après, territoire de Charente-Maritime, du coup, si je ne me trompe pas, pour vous. Il y a ça. des projets, il y a certains projets de mobilité qui sont mis en place et qui sont soutenus par rapport à ça. Donc, c'est pareil que la réponse d'avant, à croiser avec ce qui est mis en place sur le territoire pour vous accompagner au mieux. Mais sinon, à l'établissement, de travailler avec le club sur ce versant. Je crois savoir que ces projets-là ne vont pas jusqu'à matin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires? Sinon, personnellement, je suis ravi de l'ensemble des échanges qui ont pu être évoqués durant ce webinaire. Pour tout vous dire, on a hâte de lire vos différentes candidatures et malheureusement de faire un choix parmi celles-ci, mais c'est le jeu. Et comme vous l'a signalé Stéphanie, il y aura d'autres appels à manifestation sur l'année 2026 et 2027 de toute façon. Il n'empêche que n'hésitez pas à continuer encore vos initiatives en lien avec l'activité physico-sportive auprès de vos usagers et au plaisir d'échanger prochainement. Je rappelle quand même tout de même la page, et je vous l'ai mis en commentaire, hein, la page de l'ARS où vous allez retrouver justement le replay du webinaire et on continuera à vous informer sur ces thématiques-là très prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, questions et participation à ce webinaire et à très bientôt. Au revoir Et tout le monde. Mathieu, un grand merci aussi à Madame Maury pour son témoignage. Effectivement. Merci Madame Maury, excusez-moi. Et à très bientôt en tout cas. Au revoir.